Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gaucher sur votre podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut l'équipe, salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Je suis aujourd'hui à la présentation avec notre ami Thibaut. Thibaut, comment tu vas? Salut mon petit Doug, écoute, Victory Monday 2.0, ça fait toujours plaisir, c'est lundi, on se lève après une petite victoire et surtout une belle soirée NFL. On a vraiment eu une belle soirée NFL, je trouve. J'espère quand même que tu n'attends pas les Victory Monday pour te lever du bon pied parce que sinon, dans l'année, tu dois être un peu je invivable. suis imbuvable depuis. Non, mais alors justement, c'est ce que je disais. On apprécie encore plus parce qu'on est tellement dans une saison où on sait qu'il faut avoir zéro attente et il faut être beaucoup relativisé. Et ben, je savoure encore plus. Tu vois, c'est même pas une question de ne pas être content. Pour moi, les autres dimanches, on perd, c'est normal, mais celui-là. Tout comme la victoire contre les Giants, ben, ça fait plaisir quand on voit de bons petits matchs, enfin des bons petits matchs, ça n'a pas été un grand match, attention, mais pour son équipe de cœur, je veux dire. Ok, ben écoute, on se retrouve tous les deux du coup en cette début de semaine pour débriefer, donc faire le rewind de la week 10 de NFL. Et allez, on va envoyer les pieds dans le plat de suite. Hein. On commence toujours tout de suite avec la première partie, l'employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. L'employé de la semaine, Thibaut, eh ben, je te laisse la main, ça va me faire un petit peu mal au cul, vu de qui tu vas parler. Mais autant évacuer ça de suite. Qui est ton employé de la semaine? Et ben moi, mon employé de la semaine, c'est Trevayon Henderson, le running back donc des Patriots. Et oui, désolé mon petit Dougie, ça doit faire saigner ton petit cœur, mais qui nous sort son breakout game, donc une victoire 28-23 des Patriots à Tampa. On est sur une prestation très 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 solide. 14 portées, 147 yards, une moyenne de 10,5 yards par portée, 2 touchdowns et surtout 2 très gros runs qui finissent en touchdown les deux. Et une impression de vitesse et de fluidité de ce garçon. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, deux fois en fait il passe dans la ligne et il se faufile vraiment, c'est vraiment ça, il se faufile. Pour ceux qui ont l'image en tête, vous voyez quand ils s'entraînent au foot américain et il y a les espèces de bras où les running backs passent tout droit et ils doivent garder le ballon fort pour avancer. J'ai l'impression que lui il a beaucoup travaillé ça et il est passé au travers pour avoir du coup un champ dégagé. Il a fait parler sa vitesse, il a fait parler sa vision de bloc, parce que bon, mine de rien, le bloc, il y avait tout de même de la place pour passer, et ça nous donne une prestation donc très 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 solide donc des Patriots qui gagnent à Tampa, ce qui est pas rien, et puis surtout qui a l'air de lancer vraiment sa carrière en NFL, parce qu'on restait un peu toujours sur notre fin. Il y a beaucoup de managers en fantasy qui l'avaient lâché. Et bien, je pense que ça va se rebousculer pour le récupérer, parce qu'un Trevayon Henderson peut vraiment apporter une solution intéressante au backfield des Patriots, dans une belle saison des Patriots au demeurant, dont on en parle un peu plus tard, mais voilà, je voulais mettre en lumière ce garçon, parce qu'on l'avait un petit peu, je ne vais pas dire critiqué, mais on avait un petit peu pointé du doigt son manque de production dans une émission auparavant, et je trouvais que c'était important de dire quand c'est pas bien, mais surtout de dire quand c'est bien, et là en tout cas c'est très très bien. C'est vrai, grosse impression de vitesse, effectivement. Pourtant, face à la défense de Tampa qui a pas du tout démérité sur ce match-là, et alors encore plus, que ça soit sur ligne ou sur le backfield, mais effectivement, il a réussi à exploiter deux mini brèches magnifiquement bien, et notamment ce dernier touchdown là qui fait très très mal à Tampa, parce qu'on sait, on sait que les équipes adverses, quand on est sur le drive de la gagne, font un petit peu de l'huile. Parce que Baker Mayfield arrive à faire de la magie souvent, mais là, ce touchdown-là de Trevayon Henderson, effectivement, est venu mettre le dernier clou sur le cercueil de ce match et nous a tués. Après, c'est vrai, ouais, pour parler du match rapidement, effectivement, un gros match très solide de la part des Patriots. Et comme je dis,
Moi, c'est pas un Victory Monday, mais c'est dur d'en vouloir à cette équipe des Bucks qui fait avec ce qu'elle a. Qui fait avec une défense qui est très bonne cette année. Mais quand en attaque, tu te retrouves sur ton 11 titulaire à avoir allez, tes deux receveurs stars, même s'il y a Ekbuka qui a éclos cette année, qui est largement peut-être même meilleur que ce que pouvait l'être Chris Godwin, mais qui pour le moment se retrouve un peu tout seul, hein. Derrière, on a Tess Johnson aussi qui met 2 touchdowns, mais qui, voilà, c'est pas un receveur 1 non plus, c'est un receveur 2, voire 3 dans une équipe. Et là, voilà, tu te retrouves sans Mike Evans, sans Chris Godwin, sans ton coureur titulaire. Effectivement, au bout d'un moment, le manque de talent, c'est les 5 points qui te manquent à la fin de ce match-là, hein. Donc, on peut pas être trop déçu. Et maintenant, bravo quand même aux Patriots, qui ont fait un match solide, qui sont venus à Tampa pour gagner. Ils ont gagné. Bravo à eux. On se retrouvera au Super Bowl. Ouais, avec Bouclet qui nous remet à plus de 100 yards, à 115 yards et un touchdown. Et comme tu dis, après, c'est vrai que quand on voit un petit peu les joueurs à la réception sur Tampa, oui, on sent quand même qu'il y a du monde à l'infirmerie. Et oui, les Bucks avaient cette capacité à gagner les matchs dans les derniers instants sur le début de saison. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est peut-être plus compliqué, peut-être que là, à ce moment-là de la saison, tout est un peu plus dur sur certains matchs. Et puis voilà, et puis les Patriots qui sont une équipe bien coachée, là pour le coup, on peut pas Oui. dire c'est bien coaché. Donc on va dire une équipe qui a besoin de quelques retours pour se redynamiser contre une équipe qui a plutôt une dynamique en sa faveur. On sait, hein, quand il y a des blessés, surtout des blessés comme ça, allez, on va dire, tu as ton receveur 1 et ton coureur 1 qui est blessé, forcément, tu réduis le cahier de jeu. Et quand tu réduis le cahier de jeu, forcément, c'est tu vas un petit peu plus galérer sur des drives, c'est t'avances moins bien, c'est du coup, tu vas pas tenter certains big plays que tu aurais peut-être tenté avec un Mike Evans en profondeur où tu sais que tu peux lui envoyer du 1 contre 1 et il gagnera à chaque fois. Voilà, on ne cherche pas des excuses, mais Non, c'est c'est une logique, réalité. hein, c'est logique, hein. C'est Voilà. une réalité, je trouve. Enfin, aujourd'hui, les blessés en NFL, ça fait partie de la saison. Aujourd'hui, ça impacte peut-être un peu plus les Bucks. Et de toute façon, on le dit, chaque saison, certaines équipes ne méritent pas leur classement parce qu'il y a beaucoup de blessés. C'est sûr que si on était dans un monde où chaque coup ne blesse pas, il y a des équipes qui auraient beaucoup plus de résultats qu'elles n'en ont actuellement. Mais ça fait partie du jeu. C'est sûr que pour Tampa, c'est vraiment des joueurs, pour le coup, vraiment des joueurs, comme tu disais, coureur 1, receveur 1. C'est compliqué, mais ça n'empêche pas ces Bucks d'être toujours une force en NFC. Et je pense que de toute façon, ils ont leur grosse main de pirate sur la division. Maintenant, voilà, l'objectif pour eux, ça va être de maintenir quand même un niveau de performance et d'espérer des Ouais, retours pour bien sûr, pour les bien playoffs. sûr. Parce que je pense qu'ils y seront. Je vois pas dans quel monde ils sont pas champions de division, mais encore que. Après, NFL, on en parlera plus tard, mais je pense qu'ils seront champions de division. Et s'ils ont quelques retours, attention. Voilà, écoute, je vais passer moi mon employé de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de parler d'un OB qui impressionne depuis le début de la saison. C'est Matthew Stafford. Matthew Stafford encore qui nous rend une copie assez incroyable de 280 yards, 4 touchdowns, pas d'interception, 127 de rating. Bon, oui, effectivement, on a fait les trophées la semaine dernière et il était dans les discussions d'MVP. Ouais, il vient de mettre un thème de plus sur l'enveloppe pour recevoir le chèque à la fin, quoi. Là, 42-26 du côté du Levi Stadium en Californie. Bon, c'est des matchs, c'est un petit peu des derbies en plus, hein, maintenant que Los Angeles est à que les Rams sont à Los Angeles. Voilà, aller gagner face aux Niners chez les Niners, même si eux, effectivement, aussi, il leur manque du monde. On voit quand même que c'était une équipe qui était en 6-3 avant le début de ce match. Donc, c'était relativement serré entre les deux. Et Matthew Stafford, il vient nous rendre une copie impeccable. Ça distribue de partout. Là, des receveurs, t'en veux. Davante Adams, Nakua, Parkinson, Higbee, Ferguson. Voilà, il a distribué un petit peu à tout le monde. Tranquille, dans un fauteuil, une ligne nickel chrome.
C'est un petit peu moins couru que d'habitude du côté des Rams, mais parce que ça suffisait. Le bras de Stafford suffisait pour gagner largement ce match. Ah bah complètement, bah le Matthew Stafford, il se pose vraiment là en candidat plus que sérieux MVP comme tu dis là semaine après semaine, il sort des prestations déjà solides, mais comme tu le soulignais, la répartition des receveurs, ça le rend encore plus dangereux parce Ah, que c'est illisible, parfois c'est certains, bah illisible. voilà, exactement. Parfois, tu as certains quarterbacks qui vont avoir leur petit chouchou, leur go-to guy, et si tu as un bon lockdown corner, tu vas réussir un peu à faire dérailler. Euh, Là, tu te dis, alors, tu as Kyren Williams, 14 courses, 73 yards, Blake Corum, 13 courses, 56 yards. Ça fait juste ce qu'il faut pour avancer, pour rester honnête, comme on dit, on laisse la défense honnête en face, donc pas être unidimensionnel. Mais après, Adams Nakua, c'est 6 et 5 réceptions. Parkinson, c'est 4. Allez, chez le petit jeu de mots, il n'a pas tremblé pour réceptionner ses ballons. Ouais. Mais aussi Higbee, Ferguson, Allen. Donc en plus, il est capable de toucher aussi bien des tight ends que des receveurs. Alors, ils ont 2 receveurs monstrueux. Ils ont 3 tight ends qui sont très souvent impliqués dans le running game. Et à côté de ça, ils ont Kyren Williams et Blake Corum qui enfoncent des portes et qui passent au travers des murs. Ça donne un Stafford qui, en plus, je pense, est au summum de son art. Voilà, 24 sur 36, 284, 4 touchdowns, 0 interception. Voilà, c'est impressionnant. Enfin, c'est des Niners qui sont accrocheurs. Hein. C'est une équipe qui reste accrocheuse, mais qui a bien été contenue. La défense des Rams, ça fait le boulot. Ils ont fait ce qu'il fallait. Le match était relativement à sens unique dans le sens où il n'y a pas eu un suspense exceptionnel. Et donc, ouais, 42-26 à la sortie. Les Rams qui ont un bilan de 7-2 et qui prennent une option pareil un peu sur la division dans le sens où ils mettent un peu loin San Francisco et ça risque de se jouer avec une autre équipe de la division. Mais grosse impression dégagée par ces Rams, oui. Surtout que les Rams mettent un 14-0 sur le premier quart. Et donc, forcément, quand il y a 14-0 à la fin du premier quart, derrière, ça gère. Le match, c'est déjà plus le même. Donc à la fin, ils finissent à 42-26. À aucun moment, ils ont été inquiétés. Vraiment, ils ont eu le match de bout en bout. Il y a vraiment zéro discussion là-dessus. Mm. Allez, je te propose qu'on enchaîne. On va passer au gros dossier de la semaine. C'est parti. J'ai un dossier énorme, plus gros que la terre, et celui-là j'ai mal au ventre, je me dis oh my god, je vais devoir le balancer. Le gros dossier de la semaine, écoute, je vais prendre la main, je te l'ai laissé tout à l'heure, je vais prendre la main cette fois-ci. Je te laisse la main. Je te laisse la main. Merci. Le gros dossier de la semaine, pour moi, c'est où sont les gros méchants? La question, c'est ça que je me suis posé cette semaine. Hier, j'étais sur mon canapé, tranquille, je regardais, donc j'avais mes Bucks sur la télé, un deuxième écran avec l'ordi pour regarder le Red Zone. Et là, je me dis, mais bordel, qu'est-ce que c'est lisse? Tu vois, on n'a plus de gros méchants. Alors, à qui je vais penser? Tout à l'heure, on en a discuté un petit peu du coup en dehors de l'épisode, hein, mais tu vois, typiquement, sans remonter à des Ray Lewis, etc., qui sont à l'ancienne, rien qu'un Sou, Nandankun Sou, là, j'ai du mal à prononcer David son nom. Kong. Voilà, vous voyez très bien de qui je veux parler. L'ancien des Lions qui est venu finir avec une bague du côté de Tampa. Des mecs comme ça qui, quand ils sont sur le terrain en défense, ouah, tu te dis à tout moment, je finis avec une prothèse de hanche. Et ces mecs-là, je trouve qu'en défense, il y a des excellents joueurs. Il y a des Myles Garrett, il y a des Burns, il y a des Hendrickson, il y a des Hutchinson, tant que tu veux. Mais ça fait pas peur. Je sais pas comment dire. Même, tu vois, un Aaron Donald qui était pas méchant faisait peur sur le terrain. Tu vois, Mm. tu te disais à tout moment, il peut te faire mal, etc. J'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs comme ça qui, à tout moment, te cassent la gueule. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est le deuxième acronyme de la NFL, c'est la No Fun League. Et No Fun League, alors un peu parce qu'ils n'aiment pas certaines célébrations, le taunting, etc. Mais aussi parce qu'ils ont voulu épurer certains aspects du jeu. Alors, je suis d'accord que voir des mecs sortir sur commotion, on n'aime pas ça. Mais oui, comme je suis d'accord, aujourd'hui, on met tellement en avant l'attaque
que les défenseurs en fait se rendent compte qu'ils n'ont pas de marge pour justement défendre. Et des joueurs, alors, moi je dirais plus des joueurs intenses que méchants, parce que moi méchant, j'ai pensé à un Vontaze Burfict qui était pour le coup abominable comme joueur sur le terrain. Mais je vois ce que tu dis, un Namu Kongsu, on était obligé de le considérer parce qu'il était très intense. Un Ray Lewis était, sans être méchant, sans blesser volontairement, était très Non, intense. non, Mais je parle pas de blesser volontairement, hein, mais voilà, oui, qui oui. te font mal. Bah, des c'est pour ça mecs, que c'est pour ça que je parle plus de joueurs intenses que méchants, parce que méchants, je pense à des mecs qui essayent qui plongent dans les genoux, qui font des dirty plays un petit peu. Mais je pense que les Saints, niveau Bounty Gate, etc., on a quand même suffisamment payé notre image pour ce genre de choses qu'on veut plus voir. Mais je trouve que oui, il y a une limite entre ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les terrains et ce qu'il y avait avant. Où, oui, comme tu disais, un Ron Donald, on était obligé de le considérer parce que à l'impact, ça tapait fort, c'était dur. Comme tu disais, un Damu Kongsu. Aujourd'hui, oui, il y a des bons défenseurs, il y a des joueurs entre guillemets dominants. Mais je regardais sur les matchs de la semaine, je regardais le Jags de Texan, il y a une DPI. Tu dis, bon, d'accord, ok, c'est deux mecs qui sont au duel, et finalement, dès qu'il y a un duel, dès qu'il y a une main qui se balade un peu trop, un plaquage un peu trop appuyé, et ça part en roasting the passer, ça part en DPI. Ça empêche, je pense, les défenseurs d'être comme tu disais, d'être un peu méchants, d'être un petit peu mean machine. C'est plus la même chose. C'est vrai que ça perd un peu de son sel quand même. Je pense que la règle bride énormément les joueurs. Ce roughing the passer, là, c'est vraiment devenu insupportable. Que ça soit Mahomes, que ça soit Allen, là, qui hier aussi est ridicule. Au bout d'un moment, cassez-leur la tronche. On arrête avec ça. C'est un sport de contact. T'es pas content aujourd'hui, tu vas jouer au flag. De toute façon, ça existe. Tu iras faire les JO et puis voilà. Mais je pense que à vouloir trop protéger les mecs, ils ont un petit peu dénaturé le sport, au moins sur le côté défensif. Parce que effectivement, le côté défensif, ça fait aussi partie de ce jeu. Aujourd'hui, les mecs, ils se font plaquer, ils sont au sol, ils se relèvent, ils sont tranquilles, machin. À aucun moment, tu as une côte qui se casse ou quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est... Et puis, Putain, il faut que ça tape, quoi. C'est surtout que c'est un peu ce que je veux dire, c'est ce qu'on attend. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu prends l'exemple de la NBA, ça devient fade parce que ça défend pas, parce que toutes les dérives du flopping arrivent en NFL, comme tu disais, Allen, voire Mahomes, en plus ils en jouent. Et tu dis aujourd'hui, tes défenseurs, si tu vas mettre un carton, tu vas te prendre un flag, tu vas prendre 15 yards et une faute personnelle, ça rend leur métier encore plus difficile. Déjà, la NFL est très tournée vers l'attaque, mais en plus aujourd'hui, si tu les empêches de défendre, je veux dire, tu parlais de Ray Lewis, moi je vais même mettre par exemple un Urlacher ou ce genre de joueur qui était très intense, où tu faisais des plans de match pour les éviter clairement. C'est ça. En fait, aujourd'hui, moi, Allen, j'aime bien le joueur, mais ce qu'il fait, non, faut pas faire ça. On a tellement caricaturé le soccer là-dessus. On a tellement caricaturé le soccer et les Neymar, etc., qui sont insupportables. Il faut les finir à coups de pioche quand ils sont par terre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais putain, ne faites pas ça en NFL. On est tous rentrés à la fin. Alors, je vais dire tous et on va me dire non, c'est toi, t'es un boucher. Mais moi, je suis rentré à la NFL. Pourquoi ? Parce que je revoyais c'était le début des RF. Il y avait des vidéos et tu voyais des compilations qui sortaient, des plus gros chocs, des plus gros machins. Tu disais, oh, mais qu'est-ce que c'est ce truc de baiser ? Tu vois des mecs qui prenaient des cartons, ils faisaient des sauts périlleux en l'air. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, le mec, tu as le malheur d'arriver un petit peu fort sur lui en défense sur un quarterback et ça y est, c'est la fin du match. Non, donc je pense que si à l'arrivée, voilà, mon gros dossier, ça serait un petit peu sur la règle. Je pense qu'il faut arrêter d'aseptiser ce sport et un petit peu revenir à la distribution aux fondamentaux de ce sport. C'est un sport qui demande de l'engagement, c'est un sport qui demande de l'intensité. Moi, j'appuie vraiment sur ce terme d'intensité. Aujourd'hui, en défense, c'est compliqué d'être intense. Quand tu vois, alors aujourd'hui, je ne sais plus quel pass rusher le disait il y a quelques années, quand la règle des roasting the passer est passée, où maintenant, il ne faut plus mettre tout son poids sur le quarterback. Ouais. Alors oui, je suis d'accord, il y avait peut-être certains excès où les mecs se faisaient plaisir, mais de là à maintenant, alors il faut que tu plaques le joueur, mais que tu mettes pas tout ton poids dessus. Mais le truc, c'est que le gars, lui, par contre, il a le droit de se barrer, il a le droit de jouer, ou voir.
tu regardes Mahomes qui s'échappe sur le côté, bah, lui, il va pouvoir baisser l'épaule pour essayer de te mettre un choc, mais toi, si tu vas trop fort, tu te prends un flag. Non, si le mec sort de sa poche, il se prend un carton, point. Il est considéré comme coureur, il n'y a plus de protection. Je veux bien qu'il faut limiter certains jeux, comme plonger dans les genoux et dans les chevilles, parce que ça n'a aucun sens à Bien ce sûr, niveau-là. bien sûr, bien Mais sûr. aussi faire la différence entre l'accidentel, parce que encore une fois, quand tu te tapes un lineman de 150 kg, que tu essaies de bouger et tu avec de l'intensité, de la vitesse, tu peux pas toujours contrôler. Et moi, je voyais hier sur certains matchs des mains sur des visières et des casques de quarterback. Et c'est Rushing the Passer. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment un danger pour la sécurité? Non. Le gars, il a pas l'œil qui sort de son orbite, il saigne pas, il y a pas. Voilà, c'est juste la main était posée. Rushing the Passer. À ce moment-là, oui, il faut faire du flag, comme tu dis, il faut faire du flag. Il faut leur arracher faut leur arracher leur serviette pour s'essuyer les mains ou leur manchon, et puis ça comptera comme un sac. Mais il y a un moment, oui, je pense qu'il faut retrouver un peu des fondamentaux de contact, d'engagement. Puis les mecs, ils prennent 50 millions par an. Hein. S'ils ont un petit peu mal à la tête à 50 ans, on s'en tape. Hein. Mais en plus, j'ai envie de te dire, c'est qu'ils le savent. Et tout le monde le sait. Et le truc, c'est qu'eux, ils le savent plus après, donc on s'en fout. En plus, ils s'en Ils rappellent ont pas. oublié. Allez, ton gros dossier, Thibaut, quel est-il? Moi, mon gros dossier, c'est où sont les grosses équipes. Donc, où sont les grosses équipes? On va en parler, pas entre nous, hein, sur notre conversation. Le power ranking, je vous le dis, a été compliqué à faire. Ouais, il y a vraiment eu du débat, petit teasing sur le power ranking, mais en fait, on se posait, et d'ailleurs, c'est même toi qui pose la question, qui disait, on t'aurait dit en semaine 10, c'est ces 3 équipes-là qu'on met en haut du power ranking, fallait se lever de bonne heure. Effectivement, et je trouve que cette année en NFL, il y a vraiment pas de match facile, encore moins, alors on le dit tout le temps, la NFL c'est compliqué, etc. Mais là aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui donne une impression d'archi-dominer. Chaque équipe a perdu des matchs, chaque équipe a gagné des matchs sur des drives, des derniers drives, des matchs à l'arrache. Il y a cette impression que chaque semaine, tout peut être remis en question, que ce soit en termes de dynamique. On voit des équipes, alors je pense notamment aux Chargers, début de saison, magnifique, 3-0, oh là là, les Chargers, ça va être costaud. Puis finalement, non, ça perd, puis finalement, ça revient. L'école, c'est pareil, à un moment donné, on se dit, l'école, c'est costaud, puis après, il y a des défaites qui posent question. Et en fait, c'est cette impression que parfois, les équipes font pas semblant de perdre, c'est qu'elles ont l'air vraiment complètement à la ramasse, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'illustrerai mon propos en parlant de l'équipe d'Atlanta, qui est une équipe qui est illisible au possible. Et même dans un match, on les voit, en fait, on se dit, ah non, là, il y a des bons trucs, ou même, je regardais du coup le match contre les Colts, se dire, ah ouais, là, ils sont en train d'enclencher, ouais, là, c'est serious business, et puis le drive d'après, t'as l'impression que les mecs, ils viennent de découvrir le cahier de jeu, et ça fait ça sur la saison. Et il y a beaucoup d'équipes comme ça, où on ne sait pas d'une semaine sur l'autre, on ne sait pas se dire, il n'y a pas une dynamique, il n'y a pas un vrai rouleau compresseur, ou du moins à ce moment-là de la saison. Alors, tu vois, je pense exactement la même chose que toi. Mais je trouve que du coup, là où on devrait tous se dire « c'est illisible, on ne sait pas qui va gagner, etc. », j'ai l'impression de rester sur ma faim cette saison. Je ne sais pas si ça te le fait. On arrive week 10, elle passe. Alors, on regarde les matchs parce qu'on aime le foot, mais j'ai pas une équipe qui me transcende. J'ai pas un truc comme ça qui me dit putain, eux, ils vont aller au bout, j'ai envie de regarder, etc. Même mes Bucks qui sont dans la course, on sait qu'ils peuvent taper n'importe. J'ai pas j'ai pas les étoiles dans les yeux, j'ai pas un joueur qui me fait rêver, j'ai pas. Et c'est vrai que c'est en grande partie dû parce que les Lions qu'on attendait très très haut sont hauts, mais moins haut que ce qu'on attendait. Les Bills aussi, les Ravens déçoivent, les Commanders n'ont pas confirmé. Les Chiefs sont les Chiefs, mais on en a plein d'autres culs des Chiefs. Mais je pense que voilà. je pense que cette saison, c'est lié au calendrier. Ah, possible. Je pense, j'ai une petite théorie, c'est que cette année, les grosses divisions se jouent entre elles, et les divisions un peu en difficulté se jouent entre elles. Ce qui fait qu'il y a des bonnes équipes qui n'en sont pas vraiment de bonnes. Alors, encore une fois, mettre de la mesure, hein, mais c'est vraiment pour lui, c'est le propos. Tu penses aux Patriots?
Bah, oui, alors oui et non, mais en fait, les Patriots, si on se rappelle en début de saison, on regardait le roster, on disait ouais, bon, ben, il y a un step qui est passé dans la reconstruction, mais restons mesurés. Mais il y avait quelques analyses qui disaient dans un monde, tout peut bien cliquer et ils peuvent sortir un gros bilan. Et c'est le cas. À contrario, on attendait, comme tu disais, les Ravens, on attendait les Lions, on attendait même les Bills au final, qui pour le coup déçoivent pour d'autres raisons. Les Mais gros se neutralisent, quoi, tu veux dire. Mais voilà, c'est ça, c'est que tu regardes les Eagles. Les Eagles aujourd'hui, Les Eagles, c'est dégueulasse. bah voilà, mais les Eagles, en fait, ils bénéficient d'une division qui est un peu en train de s'effondrer, une division qui croise avec la NFC North, qui est une autre grosse division, la NFC North qui croise avec l'AFC North, pour le coup. Donc en fait, t'as énorme. Je regardais le schedule des Lions, et c'est un peu ce qui m'est venu comme sentiment hier. Je regardais le schedule des Lions, ils vont se taper là dans les semaines à venir, les Eagles, les Giants, les Packers, plus encore une autre grosse team. Donc en fait, mis à part les Giants qui sont chiants à jouer, Grosse défense. voilà, depuis quelques mois, ils sont chiants à jouer. On espère que Dart ne sera pas trop gravement blessé. Mais en fait, j'ai l'impression que comme les gros se tapent entre eux, bah, du coup, il n'y a pas une vraie dynamique là-dessus. Et il y a parfois des blowouts, il y a parfois des matchs un peu compliqués. Et de l'autre côté, on a des équipes. Alors, on débattait notamment de l'équipe des Broncos. On se dit, un gros bilan, mais en fait, ça gagne moche. Donc, en fait, c'est des gros bilans, ça gagne moche. Les Colts, ils sont tout en haut. Mais pareil, on les attendait pas. Et puis, en fait, comme tu dis, on s'enflamme pas plus que ça parce qu'on se dit. En fait, je pense qu'il y a des choses on a peut-être des blocages mentaux en se disant ouais, mais alors les Colts égale Daniel Jones. Et je pense qu'on attend tous que Daniel Jones redevienne le Daniel Jones qu'on a tous connu. Et on peut appliquer ça sur beaucoup d'équipes. On regarde Chicago est à 6-3, mais Chicago, le match contre les Giants. Chicago, c'est gagne. mardi. J'ai envie de te dire, en fait. Ouais, vas-y. Tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que le premier tiers de notre power ranking, on va pas le spoiler, mais en gros, tu te dis que tout ton premier tiers, quasiment, il peut se faire taper par le second en playoff et ça sera logique. Tu vois aujourd'hui, on va en prendre, on va dire, tu prends les Colts. Les Colts, aujourd'hui, sont largement devant les Chiefs dans le power ranking, sauf que si demain, il y a un match de playoff, il n'y a pas photo. Aujourd'hui... Ouais. Les Ravens qui sont en train pour l'instant, ils sont pas encore en position 2, mais les résultats de la journée font qu'ils se replacent au moins pour leur division. Je suis désolé, mais pareil, comme tu dis, tu mets les Colts en face des Ravens aujourd'hui en playoff, et je parle bien des playoffs, donc une intensité différente, voilà. une manière d'aborder le football différente. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, tu mets Chiefs, tu mets Ravens face aux Colts. Pas sûr que les Colts gagnent, hein. Même pour les Chargers, même chose pour les Broncos, même chose pour les équipes qui sont en haut de la division, même les Patriots. Hein. Tu vois, aujourd'hui, tu as les Seahawks qui sont aussi très très haut dans le power ranking, on le verra tout à l'heure. Les Seahawks, je suis désolé, mais ils prennent dans un tiers 2, que ça soit les Bucks, les Eagles, les Lions qui sont derrière, ils se font atomiser. Les Lions hier, pour le coup, c'est un match que j'ai un peu plus regardé pour des raisons de fantasy notamment, mais parce que c'est une équipe aussi offensivement qui est plaisante à voir. Et comme tu disais, on a tellement du mal à s'emballer pour certaines équipes. Alors moi qui aime bien les Broncos, je peux pas dire qu'offensivement je me régale, très loin de là. C'est plus de l'autre côté du ballon où je prends mon plaisir, mais avec eux, au contraire, offensivement, c'est costaud. Tu te dis, ouais, les Lions aujourd'hui, ils arrivent en playoff. Si tout s'aligne bien, comme là, ils n'ont pas l'air d'avoir trop de blessés non plus, même si ils en ont comme dans toutes les équipes. Mais comme tu dis, les darlings de cette saison en playoff, moi, il y a un monde où les 1, 2, 3, 4 peuvent sortir et c'est les 5, 6, 7 qui se jouent la finale de conf. Exactement. Bon, écoute, on est totalement raccord là-dessus. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon, on va faire un épisode de 4 heures. On va croire qu'on a un épisode de PA et Alexandre, tous les deux. Donc, on va un petit peu accélérer et on passe de suite du coup, à l'évaluation de la semaine. C'est parti. Toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. L'évaluation de la semaine, on va en reparler. Tu viens d'en parler un petit peu longuement aussi de ces équipes-là. Donc, on va quand même on va les énoncer largement et puis on va dire pourquoi on les a mis là. Mais quelle est ta top équipe de la semaine pour toi, Thibaut? Mon petit Dougie, j'enchaîne justement avec les Lions. Les Lions qui avaient, je pense, un petit peu en travers de la gorge leur défaite l'année dernière en Divisional Round contre les Commanders. Alors, qui
tape des Commanders qui eux-mêmes Oui. sont en chute libre. Attention, on n'était pas sur une très grosse affiche non plus. Voilà, des Commanders avec Mariota, des Commanders qui avaient quand même McLaurin de blessé. Voilà, c'est une équipe qui affaiblit. N'empêche que des Lions qui la semaine dernière s'étaient fait un petit peu mis sous les noirs. Et ben là, ils ont remis une grosse performance. Pareil, le match était gagné on va dire très rapidement. Il y a eu des big plays. Jamir Gibbs a fait un match titanesque, comme beaucoup de running back d'ailleurs sur cette week. Ouais, très grosse Et, semaine de running back, ouais. Ouais, et la running week, on va l'appeler. Et je trouve que pareil, les Lions, ils ont un calendrier qui est difficile. On le savait avant, hein, on avait vu le schedule. Et ça, c'est réel. Mais ils sont à 6-3. Offensivement, ça a bien déroulé. On va espérer qu'il n'y ait pas de blessures majeures et que cette équipe pourra continuer à faire son bout de chemin et voir jusqu'où elle peut aller, parce qu'encore une fois, c'est un bon roster. Il y a quelques joueurs majeurs blessés, notamment du côté défensif, mais je trouve que c'est une équipe qui a cette capacité à se relever de contre-performance et la semaine d'après de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et c'est pour ça que je voulais les mettre en avant dans une ligue où justement, quand on parle des Bills, où on parle de certaines autres équipes, on reste sur notre fin. Je suis d'accord avec toi parce que les Lions ont fait une grosse impression. Une impression de maîtrise, surtout de bout en bout. Encore une fois, on va peut-être se répéter, mais on avait quand même un petit peu peur du départ de Ben Johnson au niveau des schémas de blocs, etc. Est-ce que Gibbs allait continuer à briller? J'ai l'impression qu'il brille encore plus que l'année précédente, parce que lui aussi a augmenté son niveau de jeu. Un Amon-Ra St. Brown, touchdown magnifique, célébration magnifique. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Non, voilà, Qui n'a pas plu à tout le monde sur le terrain en plus. il a pris une tartine derrière. Voilà, écoutez, les Lions ont donné vraiment une impression de domination et de contrôle sur ce match, effectivement, avec des Commanders qui sont quand même vachement diminués. Rien que voilà, passer du tuteur à Géranium à Mariota, c'est quand même pas la même chose, on va pas se mentir. C'est dur pour Washington après les blessés. Enfin, on le disait tout à l'heure. Hein, Ouais. on peut pas. En fait, c'est une donnée qu'on doit prendre en considération, mais on ne peut pas tout expliquer, tout excuser avec les blessés. Après, l'année dernière, j'avais dit qu'il serait pas titulaire en 2026. Voilà, vous voyez, c'est Mariota le titulaire, donc. Pour d'autres raisons. Ah, mais j'avais dit week one. Donc ça marche pas. Écoute, de mon côté, ma top équipe de la semaine, je vais passer en AFC pour moi. C'est les Chargers. Les Chargers qui se sont imposés dans le match de cette nuit face aux Steelers. Des Steelers qui marquent un peu le pas après un début de saison en fanfare. On sent que je ne sais pas si le poids de l'âge n'est pas en train de rattraper cette équipe un petit peu, mais en tout cas, du côté des Chargers, ça fait très plaisir. Et si je devais mettre, parce que le verbe doiver n'existe pas, si je devais mettre un joueur en avant. Ouais, nous doiver, ER, premier groupe. Non, c'est pas possible. Si je devais mettre un joueur en avant qui a, pour moi, changé un petit peu le visage de cette équipe depuis quelques matchs, c'est le running back Kimani Vidal. Alors, si vous le regardez, c'est Pépin 3 pommes sur le terrain. Il ressemble à rien du tout. Il est tout petit. À tout moment, tu as l'impression qu'il va te donner des clés, quoi. C'est passe-partout. Par contre, on parlait d'intensité. Il met une intensité sur chaque action. Et notamment dans la protection de passe, où il lit très, 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 très bien les gaps. Et il vient très, très bien compenser sa ligne offensive qui en a besoin avec le nombre de blessures qu'ils ont. Et donc, sur chaque protection de passe, il vient mettre des caramels aux linebackers qui viennent dans les trous. Et c'est assez impressionnant. Et en même temps, dès qu'il a la balle, il a aussi fait un très, très beau match. Un touchdown, 95 yards. Mais surtout l'impression qu'il donne pareil, d'être insaisissable, etc. Justin Herbert est nickel encore sur ce match-là, même s'il n'y a qu'un seul touchdown à la passe. Hein. Pour McConkey. Voilà, 25-10. À la fin, il y a quand même... il y a quand même pas loin de je crois qu'il y a 25-3 à un moment donné, ou 22-3.
Donc non, Ouais, c'est si, une si, parce que démonstration qu'ils ont fait, hein. si, parce que Pittsburgh marque son touchdown Ouais, dans le garbage time, ouais. 4e quart. Ouais. Donc non, non, c'est match maîtrisé, ça monte en puissance du côté des Chargers et il va falloir, je pense, compter sur eux, là, pour le coup, dans la course aux playoffs parce que ça joue, vraiment pas mal quand même. Non, mais Mais c'est pas la complètement. Bah, meilleure équipe de Los Angeles. non, en plus. Mais non, là, après, les Chargers, pardon, je pense, le plus grand défi pour eux, ça va être de garder Justin Herbert sur le terrain parce qu'il a encore pris des vagues et des vagues et des vagues. Et si tous les linemen pouvaient le bloquer comme Vidal, effectivement, il s'en sortirait bien mieux après chaque match. Là, je pense qu'ils vont le mettre dans la glace parce qu'il a quand même pris des sacrés stars, le père Herbert. Ouais, il Il a prend fait ça 5 pour le. sacs, hein, sur ce match, hein. Ouais, il a pas fait ça pour le plaisir. Et, euh, et on est quand même sur une prestation solide, aboutie des Chargers. Après, encore une fois, les Steelers font partie de ces équipes totalement illisibles. C'est des équipes qui ont des variations de niveau d'un match sur l'autre. Où, contre les Packers, on les voit à la dérive, on se dit bon bah ça y est, ça va s'écrouler. La semaine d'après, ça fait limite un statement game pour refaire une prestation très douloureuse visuellement là contre les Chargers, ce qui n'enlève rien à la prestation des Chargers, hein. Encore une fois, tu dis un Vidal, ça met ses 108 yards de scrimmage. Lad McConkey fait un gros match à 100 yards. Il est bien aidé par les autres receveurs qui prennent moins de ballons, mais quand même, ça permet de diversifier. Par exemple, on va prendre un Quentin Johnston, qu'on pensait mort pour le football, avec 2 moignons à la place des mains, bah, finalement, qui arrive quand même à faire ses catchs, qui arrive à faire Mais c'est ses... surtout une belle impression parce qu'il fait des catchs assez impressionnants. Il fait des catchs où derrière, il met des caramels à des mecs. Il a montré qu'il était là. Non, non, il fait une très belle impression sur le match. À contrario des receveurs des Steelers, où là, c'est catastrophique. J'arrive même pas à mettre la faute sur Aaron Rodgers. Moi, de toute façon, j'adore Aaron Rodgers, donc je ne remettrai pas la faute dessus. Mais il y a des interceptions où les mecs droppent les ballons en l'air et se font intercepter. Il y a DK Metcalf qui fait 0 effort. Le gars, il fait 14 mètres de haut. Il n'est pas capable de tendre le bras pour attraper un ballon. Non, c'est vraiment catastrophique du côté des receveurs. Calvin Austin, pareil. Là, je serais Rodgers, je l'aurais vraiment mauvaise à la sortie de ce match. Bah, Rodgers qui avait tendance un peu du temps des Packers à mettre ses jeunes receveurs sous le feu, bah, je pense que là, il y a de quoi faire aussi Ah là, aux oui, hein. Steelers. Ah là, aux Là, il va falloir Steelers, là, c'est l'inquisition, hein. Tout le monde au bûcher, hein, si Rodgers il était encore dans bah, cet j'irai au état d'esprit, fourneau. hein. Au fourneau pour les Eh Steelers. oui, eh oui. Mais là-dessus, non, là-dessus, il y a des choses qui posent vraiment question aux Steelers, entre une défense qui est, alors en termes de budget, la plus chère de la ligue, mais qui répond pas plus que ça sur le terrain. Enfin, peut-être un peu la semaine dernière, mais encore Si, une là fois, c'est pas. aussi, 5 sacs. Si. Le backfield défensif est pas ouf, mais la ligne, putain, et encore une Oui, fois, il y a un Alex Smith qui fait 2 sacs. Moi, cette ligne sur le pass rush, cette ligne, elle fait quand même assez peur, hein. Celui qui déçoit, c'est Watt. ouais, bah, Watt, et puis, comme tu dis, le backfield, enfin, on cherche encore. À un moment donné, il y a Joey Porter qui a une interception, mais dans ses mains, et il la drop, Ouais. et c'est plein de plays comme ça. Je regardais comment dire, le contenu un peu du match pour les Steelers, parce que justement, je m'étais dit, bon, Chargers, je sais à peu près ce que ça va donner, mais Steelers, et encore une fois, Steelers, comme tu dis, Calvin Austin, qui est censé avoir des espaces libérés par Metcalf, qui est peut-être souvent double teamé. Ben, en fait, au final, c'est pas ouf. Alors, est-ce que les Steelers auraient dû plus insister pour récupérer un autre receveur à la trade deadline? Je pense. Est-ce qu'ils vont payer cher cette erreur? C'est possible, parce qu'il y a une ombre pourpré Ah, noire ça qui revient, hein. commence à... Eh oui, parce qu'on les pensait tranquilles en haut de la division, on pensait les Ravens, pour pas les citer, un peu perdus dans les limbes de contre-performance, de crise interne, etc. Et finalement, on est à 2 matchs et tiens, dans le calendrier, il y a bientôt un Ravens Steelers. Donc, je pense qu'il y a peut-être des courbes qui sont en train de s'inverser. Alors après, encore une fois, cette saison nous fait prendre les résultats avec des pincettes et à se dire qu'il n'y a pas forcément de logique d'une semaine sur l'autre et que d'une semaine à l'autre, il y a des variations, il y a des surprises, mais c'est inquiétant. Côté Steelers, c'est inquiétant.
Est-ce qu'on peut Et s'attarder 2 secondes chez les Steelers quand même, de la taille des chewing-gums de leur coach des special teams? Le mec, je sais pas si vous avez vu à chaque fois, il y a les chewing-gums, il est comme ça, il arrive pas du tout à mâcher. Alors est-ce qu'il lui manque des dents ou est-ce quoi? que c'est pas du tabac chiqué peut-être? J'en sais rien, mais c'est des couilles de mammouth. Je sais pas si vous vous rappelez quand on était Ah, jeune, là, on avait ces couilles de mammouth là qu'on léchait, qu'après on avait un chewing-gum impossible à manger. C'était un truc, à tout moment tu pourrais mourir alerte étouffé. au diabète en plus que le truc c'était du sucre pur. Ah, c'était du C'était sucre pur. Ah là, je peux te dire qu'à l'époque, le Nutri-Score, nos darons, elles se torchaient Z, avec, hein. Nutri-Score Z. Ah ouais, non mais c'était un peu Ah, n'importe quoi ces il trucs. faut dire à ce monsieur quand même de pas mettre un paquet entier de chewing-gum dans sa bouche, quoi. Ça serait pas plus mal. On est Bref, d'accord. la parenthèse est faite. Eh ben, j'enchaîne avec ma flop équipe de la semaine. Et je pense que c'est ma flop équipe de la saison pour le moment de mon côté. Je l'ai dit dans le Discord pendant les lives, là, pendant les matchs. Ce sont les Bills. Les Bills qui plus que marquent le pas, quoi. Les Bills qui sont allés perdre face à personne. Voilà, clairement, ils sont allés perdre à Miami, qui Cœur était sur une toi équipe Alex. dans le. Ouais, non, mais alors vraiment rien de méchant là-dedans, hein, mais cette année, Miami, il y a rien, quoi. Il y a rien et on n'a rien à en attendre. Et là, ils sont allés perdre là-bas et en plus, ils se font éclater. Euh, Il y a rien à retenir du match. Je pense qu'ils sont en hangover de leur Super Bowl victory de la semaine dernière face aux Chiefs. Voilà, c'est vraiment très, très, très compliqué de lire cette équipe-là. Je pensais qu'ils allaient archi dominer l'AFC et il y avait archi la place pour le faire. Et ils dominent même pas l'AFC Est. Bah, c'est ça. On parlait de où sont les grosses équipes. Bah, on attendait justement les Bills. Début de saison, on se dit, waouh, ils reviennent de l'enfer contre les Ravens. Ils plongent un peu les Ravens déjà dans leurs contradictions. Puis derrière, ça enchaîne, ça prend vite le lead avec bon, Jets et Dolphins. Et puis il y a un premier petit accro, c'est le match contre les Saints où ça gagne, mais c'est pas beau. Mais encore une fois, dans la NFL, il faut savoir parfois gagner moche. Derrière, première défaite contre les Patriots qui pose un peu question parce que l'enchaînement n'est pas folichon. Ça perd contre les Falcons. Et bon, encore une fois, les Falcons, c'est équipe illisible. Et puis après, ça regagne 2 fois, notamment, comme tu disais, le Super Bolico contre les Chiefs. Mais je pense qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure de playoff. Je pense qu'à nouveau, les Bills jouent les Chiefs en playoff, les Chiefs gagnent. Parce que les Ah Bills, oui, c'est inconstant au possible. ah Et oui. puis moi, on en parlait un petit peu sur la question de la dureté, on en parlait un peu en off, etc. Mais moi, je suis désolé, Josh Allen, t'as un tank, garçon, t'es gaulé comme un lineman bientôt. Ne floppe pas. Ne floppe pas. C'est pas beau, c'est pas ce qu'on veut voir, c'est pas le modèle à montrer aux jeunes qui regardent ce sport. On parlait de Neymar, etc. Enfin, ces mecs qui passent leur temps au sol et à se plaindre et à essayer de gratter des fautes. Moi, mon passé rugbystique me faisait dire que ces mecs-là, on leur mettait un bon star et après on leur disait, bah là, ça y est, là, tu peux simuler, vas-y. Ben, ils devraient se prendre un bon carton et puis ça leur mettrait peut-être les idées en place et peut-être ça leur ferait du bien aux Bills de bien se faire rentrer dedans, de se faire rouler dessus pour un peu voir ce qu'ils ont dans le ventre, parce que je pense que là, ils sont en mode on doit gagner parce que c'est nous les Bills, et puis il y C'est a des ça. équipes qui leur disent bah non, bah, c'est ce Suffisant. qui s'est passé hier. Ouais, c'est ça. Suffisant. Ta flop équipe. Les Jacksonville En parlant, Jaguars. en parlant de suffisance. Bah voilà, exactement. Encore une La fois, on parlait. suffisance sans talent cette fois. Mais alors surtout, moi, c'est ce que je disais, c'est que alors sur le Discord, ça parlait de Davis Mills au-dessus de CJ Stroud. Bon, les gars, on va quand même rester tranquille. Davis Mills a eu sa chance aux Texans. Davis Mills a montré, c'est un bon quarterback numéro 2. C'est potentiellement un bridge quarterback sur une équipe un peu en ton-quart qui va avoir un quarterback pour pas cher en attendant d'en drafter un. Mais c'est pas un starter solide. Et je pense surtout que c'est les Jaguars qui ont fait n'importe quoi, clairement, parce que c'est pas possible, encore une fois, c'est pas possible de se prendre à 26-0 dans le quatrième quart. Et cette impression de plus savoir quoi faire, de panique, ce que je dis, le chap de Lawrence à un moment donné, comment c'est possible de faire cette action-là, de même pas lancer le ballon. Enfin, si, non,
tu es potentiellement à un match enfin, à une action, pardon, d'être à 6-3, de mettre un peu plus la main sur la division. Et ben non, tu te retrouves à 5-4, tu relances un peu les Texans. Alors, encore une fois, ça va être compliqué pour les Texans d'accrocher une place en playoff, hein, c'est comme les Ravens, mais il les laisse vivants. Encore une fois, on parlait de passion, on parlait d'équipe. En fait, il y a des équipes qui ne savent pas terminer leur match. Il y a des équipes qui ne savent pas sortir d'autres concurrents de la course au playoff. Et je suis désolé, mais les Jaguars, non. Moi, le 26-0 quatrième quart-temps, c'est une faute professionnelle. Il n'y a pas d'excuse à avoir quand tu mènes d'autant, que tu as clairement, en plus à l'extérieur, que tu as clairement fait tout ce qu'il fallait pendant 3 quarts-temps. Ah bah oui, mais le quatrième, il compte aussi, les gars. C'est ça, et c'est nul. Allez. On avance. C'est nul. On vient de résumer. C'est nul. Et Trevor Lawrence, c'est nul. Voilà. Juste, par contre, en revanche, juste bravo aux Texans d'y avoir toujours cru. Bravo à l'intensité, pour le coup, on parlait d'intensité. Bravo à l'intensité qu'ils ont su mettre et d'y avoir cru. Et est-ce que, pour le coup, cette victoire va les porter c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Parce que eux, ils ont été la chercher. Pour le coup, ils ont vraiment été la chercher. Ils ont cru jusqu'au bout. Et c'est un flop qui devient un top. Mais encore une fois, non. Les Jaguars, faute professionnelle. Une équipe qui avait de belles promesses à un moment donné, qui est en train tout doucement de chasser le naturel et revient en galop. Et j'espère me tromper, mais c'est pas des beaux signaux pour les Jags. On est d'accord. Du coup, qu'est-ce qui nous reste dans notre petit conducteur? Eh bien si, on va passer de suite à tous les matchs qu'on n'a pas abordés. Le 2-minute warning, c'est parti. Le 2-minute warning qui commence du coup avec le premier match qu'on a eu la non-chance de voir jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est les Las Vegas Raiders qui ont perdu contre les Denver Broncos dans un match cataclysmique sur le score de 10-7. Voilà, on va même pas en parler plus. Derrière, on a eu... Joga Mochito, pour ceux qui avaient le Joga Bonito. Pas le pass rusher des Broncos, hein, mais non, c'était horrible. Alors, dégueulasse. Oui, on a toujours ce débat avec les Broncos où on ne sait pas trop où les placer. Est-ce qu'on respecte leur bilan ou est-ce qu'on regarde le contenu, on reste sur sa fin? Bon, la vérité, elle est sûrement entre les deux, mais ouais, c'était un match dont on aurait très bien pu se passer. Donc, effectivement, on s'en serait bien passé. Les fans qui ont perdu à Dublin contre Indianapolis. À Berlin. Putain, j'ai dit à Dublin, à Berlin. Excuse-moi, Anto. Das ist nicht Dublin. Voilà, donc il a perdu à Berlin sur le score de 31-25 en overtime sur un touchdown de Taylor qui, encore une fois, a montré l'étendue de son talent sur ce match-là. Match plaisant à regarder quand même, beaucoup quand même d'erreurs, mais des points du coup. Ouais, c'est les matchs à l'étranger sont rarement des matchs aboutis, mais ce qu'on peut pas reprocher à ce match, contrairement à certains matchs qu'on a pu voir à Londres, c'est qu'il y a eu un scénario à suspense. Alors oui, il y a des choses qui ont été réussies, ratées, mais ouais, Jonathan Taylor, à la fin, il en avait marre. Il a dit, allez, les gars, donnez-moi le ballon, moi j'y vais. Et puis voilà, finito pipo, ouais. On n'en parle plus. On repart à Indianapolis avec une victoire, et puis il y en a assez. Les Browns qui se sont inclinés face aux Jets 20-27, le tanker tanké. Le first pick game. Le first pick game, vraiment, c'était vraiment... Non, mais vas-y, prends-le, toi. Non, mais toi, vas-y, gagne. Non, toi, gagne. Non, toi. C'était... Il y avait un épisode de South Park, je ne sais pas si vous l'avez vu, cet épisode où les gamins, ils veulent perdre au baseball parce que après, sinon, ils sont obligés de continuer à jouer alors qu'ils veulent juste jouer à la play et arrêter de voir leur papa se taper dans la tribune. Mais là, c'était un peu pareil. On a l'impression que personne ne voulait le gagner et à l'arrivée, ce sont les Jets qui, à ce petit jeu-là, ont été plus mauvais que les Browns puisqu'ils ont gagné. Houston qui s'impose 36-29 face aux Jags, on en a parlé. Miami qui gagne 30-13 face à Buffalo. On en a parlé. 30-13, vous avez bien entendu, 30-13. 30-13, en effet.
New England qui est venu battre les Bucks du côté de Tampa 28-23. New York Giants qui a perdu à Chicago 24-20. On n'en a pas trop parlé de ce match-là. Les Giants qui continuent à être chiants à jouer en défense, mais qui par contre marquent le pas en attaque depuis qu'ils ont perdu Scatebo. Sur ce match, je pense que c'est aussi la blessure de Dart qui les fait sortir du contrôle du match. On va dire ça comme ça, le contrôle du match qu'ils ont perdu. Et parce que Wilson, bon, c'est douloureux à voir et pour un joueur qui a autant régalé par moment, qui avait autant de talent, bon là c'est pas à la fin de saison, Russell, allez, c'est bon, pose les crampons. Ça devrait être ce soir. Hein. Oui, mais de toute façon c'est douloureux. Après les Bears, bah oui, on se bilan de 6-3, ils reviennent du diable vauvert. Mais quand on voit la tête de Ben Johnson quand il va jouer Caleb Williams, je pense que lui, il doit tourner au Tranxène le lundi matin pour éviter de flinguer l'autre, quoi. Ouais. Les Ravens de Baltimore qui s'imposent du côté de Minneapolis 27-19. Une piètre équipe quand même des Vikings face à Baltimore et le retour de Lamar Jackson. Bah, le Flagico Game, hein, parce que les Vikings ont un record NFL de flag à domicile, et ça dénote de la nervosité de cette équipe de Minnesota, qui paraît être une équipe très, très inconstante. Et JJ McCarthy, voilà, on va pas oublier que techniquement c'est un rookie, donc il y a des choses qu'on va peut-être passer et oublier, mais moi je pense surtout à Baltimore qui est en train de se remettre doucement mais sûrement les idées en place. Certains plays sont très intéressants. Après, tout n'est pas encore parfait du côté de Baltimore, mais attention, ça peut être une équipe qui peut rusher et parfois une bonne dynamique de fin de saison, c'est ce qui permet d'aller loin en playoff aussi. Donc on n'en est pas encore là, mais Baltimore à surveiller. Le match qui fait que tu as baseline et Victory Monday 2.0, les New Orleans Saints qui se sont imposés sur le terrain des Carolina Panthers 17-7. Si tu veux en dire un petit mot sans trop risquer de te mettre toute la commu de Carolina à dos. Ah, ça, c'est 3 personnes. Non, mais le match, alors, c'est pas un grand match de football, hein, mais voilà, je pense qu'il y a un joueur qui était attendu autant, qui s'appelle Tyler Shock, où personne n'en attendait grand-chose, moi le premier, et je ressors de ce match. Alors encore une fois, gardons de la mesure, encore une fois, ça n'est qu'un match, un match de division, donc avec une part un peu de les matchs de division, de toute façon, c'est toujours ça. C'est toujours des surprises, des choses comme ça. Maintenant, il a montré de belles choses. Tyler Shock, toujours. Première win en tant que starter en QB. Une bonne activité dans la poche. Une défense qui a fait le boulot. À côté de ça, voilà, c'était pas un grand match de football. On prendra la win, c'est bon, c'est toujours bon pour le moral. Carolina reste à 5-5, donc ça peut être compliqué pour eux de prétendre à quelque chose quand on voit les résultats dans les autres divisions, parce que ça commence à prendre un petit peu de retard. D'autres questions qui se posent à Carolina, mais voilà, je vais pas aller plus sur, je vais pas taper plus sur cette équipe. Je pense que tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de Bryce Young? Là, je rigole, je te lance pas là-dessus. Là, pour le coup, je vous dirais, allez voir ce match. Dites-moi si vous voyez un quarterback NFL. Dites-moi si vous voyez quelqu'un qui est capable de porter une équipe, et puis on en reparlera. Mais encore une fois, c'est une équipe, voilà, où il manque des choses. J'en dirai pas plus. Pour moi, il manque des choses à Carolina dans la construction de ce roster. Les Seahawks qui ont mis le double de points d'Arizona, très exactement, 44-22. Ça ressemble à une fessée, ça a l'odeur de la fessée, ça a le goût de la fessée, et c'en est une à la fin, même s'il y a 22 points du côté d'Arizona, et c'est très flatteur. Oui. Oui. Bon, après, c'est le match qui est plié. Après, on parlait des Rams qui avaient plié qui avaient 14-0 à la fin du premier quart-temps. C'est encore pire à Seattle. Voilà, on mettra peut-être une impression de perte de maîtrise sur le compte de on est trop dessus, on a le match gagné et on se fait peur tout seul. Détroit, on en a parlé, sur le même score, qui a battu Washington
44-22 là aussi. 42-26 pour les Rams face à Los Angeles. On en a parlé et on a fait le tour en attendant le match de jeudi qui sera évoqué dans le prochain épisode entre les Philadelphia Eagles et les Green Bay Packers. Beau match, Match de ce par soir. contre, le match de ce soir, pardon. Donc non, il ne sera pas évoqué, donc on peut l'évoquer 2 secondes. Si tu as juste un petit prono. Eh ben non, justement. Enfin, c'est le genre de match. Enfin, c'est deux équipes qui sont très dures à lire. Je mettrai une petite pièce sur les Eagles qui ont peut-être un peu plus un mental à toute épreuve que les Packers qui sont capables du pire comme du meilleur. Alors, si Green Bay, je pense que la clé c'est Green Bay. Si Green Bay fait un bon match, Green Bay pourra gagner. Si Green Bay fait des prestations cataclysmiques comme ils en sont capables, ils seront roulés dessus. Mais c'est vraiment 50-50. Non, moi je vois les Eagles gagner à Green Bay. Il y a quand même une marche au niveau talent entre les deux équipes, je trouve, notamment en attaque. On a quand même et même en défense en fait. Non, donc non, en fait non, je vois les Eagles s'imposer dans ce match-là. Rapidement aussi, petit point sur les pronos de cette semaine. Qui dit semaine illisible dit GG qui tire son épingle du jeu, comme d'habitude. Mais c'est pas GG qui a tiré le mieux son épingle du jeu cette semaine, c'est Alex. C'est le patron qui a sorti le meilleur total et qui lui permet de prendre la tête avec 10 points sur cette semaine. Ensuite, on a Anto. Ils sont tous les deux du coup à égalité en tête du classement. Anto qui fait une semaine à 8 points. Ensuite, on a une remontée de ta part, puisqu'on est 3 sur le podium ex aequo en 3e place et improbable GG, mais en même temps, la saison est illisible. Donc, on se retrouve avec GG, toi et moi en 3e place à 93 points. Et ensuite, on a PA à 91 points, Guilty à 90, Tré qui est à 90 également. Et Michel Alexandre qui ferme la marche un petit peu. On le dit depuis le début, mais il est concentré sur la NCAA. Voilà. Il avait vu Indiana gagner contre Penn State, donc, mais ça compte pas. Exactement. Eh bien, écoute, je te propose qu'on termine cet épisode avec l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. L'overtime, de quoi on va parler? Vous vous en doutez, maintenant vous commencez à connaître l'épisode. On va parler du Power Ranking. Il est là, il est tout beau, il est tout frais. Il vient de sortir le Power Ranking avec une nouvelle équipe qui est en tête et qui du coup va perdre la tête la semaine prochaine. C'est les Rams qui montent sur le podium. Les Rams qui montent sur le podium à la place des Bills qui ont largement chuté. Du coup, on les a totalement maudits sur plusieurs générations de matchs. Donc, on se retrouve avec un podium inédit cette saison. On nous disait tout à l'heure qui aurait pu penser à sortir de la à la Week 10 qu'on aurait sur le podium les Rams, les Seahawks et les Patriots. Allez, on met avec un petit package. On a les Colts en 4. Improbable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On te dit au début de la saison, en Week 10, ce sera ces équipes-là en tête. Tu dis oui, d'accord, bon, allez, maintenant, il faut arrêter de prendre des substances illicites et puis revenir un peu à la normale. Mais non, mais c'est pas volé, après, encore une fois. C'est ça qui est ouf, de se dire que ces équipes-là sont en tête et il y a rien à dire. Enfin, je veux dire, la seule équipe qu'on attendait à la limite top 5, ce serait les Lions. Ouais. Qu'on n'aurait pas vu 5e. Et là, ils sont 5e, ils gagnent une place, ils sont 5e. Les Bills sont 6e, ils en perdent 5. Les Bucks aussi descendent à la faveur des équipes qu'on vient de citer, qui tombent à la 7e place. Et les Eagles qui descendent aussi, surtout dû à la montée des Patriots. Qui peuvent potentiellement remonter en cas de victoire. Je pense qu'en cas de victoire, il y a moyen qu'ils passent encore devant les Bucks et les Bills, quoi. Il y a clairement. Je pense que ça ira dans ce sens-là. Non, après, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Pour moi, en playoff, Kansas City qui est ici en 10, on le voit. Il tape n'importe quelle équipe de la première colonne.
Oui. Oui. Si on parle des équipes de l'AFC sur la NFC, je dirais la même chose des Lions qui pourraient ou des Eagles qui pourraient taper les deux premiers. Ouais. Aujourd'hui, si on me donne une équipe favorite pour le Super Bowl, j'ai encore du mal à mettre les Rams et les Seahawks, même si j'aimerais bien, parce que c'est des équipes qui proposent des choses intéressantes. Mais les playoffs, on sait que c'est encore un autre monde. Oui. Et pour l'AFC, oui, je pense qu'il y a ce côté. Souvent dans le sport, quand certaines équipes surperforment, elles ont tendance à s'arrêter net parce que elles n'ont pas cette capacité mentale à continuer le rush et se satisfaire de là où elles sont. Et j'ai un peu potentiellement peur que pour certaines équipes, ça puisse être le cas de se dire on a fait une saison au-delà des espérances et ne pas réussir à aller chercher cette dureté nécessaire en play-off. Là où des équipes, notamment tu parlais de Chiefs, peuvent en revenant un petit peu de l'enfer, ou les Ravens, en revenant de l'enfer, en revenant de loin, avec l'expérience et des joueurs quand même très confirmés, parce que les Colts et les Patriots, notamment en AFC, sont des équipes entre guillemets jeunes, ou du moins en construction, on appelle ça comme on veut, mais les ressorts sont beaucoup plus établis à Kansas City et à Baltimore que dans ces équipes-là, ça c'est pas un gageur de le dire. Et ouais, en play-off, je suis d'accord avec toi, la première colonne, ça peut vite sortir. Oui. Et globalement, après, mais les équipes commencent à se neutraliser. Derrière, on a les plus gros mouvements sont sur la première partie de tableau. Derrière, ça se neutralise. On va quand même avoir la chute des Commanders qui continue petit à petit, qui sont maintenant 21, qui perdent 2 places. Qu'est-ce qu'on a? On a les Raiders qui également ont perdu 2 places suite à ce match cataclysmique face aux Broncos. Et voilà, globalement, on a fait le tour là-dessus. Ouais, voilà, comme tu disais, après, au milieu de tableau, les deux colonnes du milieu, c'est les équipes qui gagnent, montent, les équipes qui perdent, descendent. La fin du classement, les Dolphins prennent un petit peu reprennent de place, les Saints gagnent une place, les Jets prennent une place, les Raiders en perdent 2. Bon, les Titans restent à leur place, forcément, oui, peuvent pas descendre, mais ils peuvent pas monter non plus. Voilà, rien à signaler, encore une fois. Et que comme tu l'as dit, les Commanders, ça va continuer de descendre, on va pas se mentir. L'absence de Daniels, un roster où il y avait des interrogations, une deuxième saison un peu plus difficile en termes de calendrier aussi. Ça explique ceci explique cela. Et puis le match de ce soir concernera un top 15. Après, si Green Bay perd, je vois pas Green Bay plus descendre. Par contre, les Eagles peuvent prendre 2 places de manière un peu évidente s'ils gagnent. Voilà, tout ce qu'il y a à en dire, je pense. Tout à fait. Eh bien, écoutez, pour conclure cet épisode, on va juste vous faire un petit rappel des réseaux sociaux. Retrouvez-nous partout, @lefrontoffice. Retrouvez-nous sur le Discord, retrouvez-nous sur Twitter, X, Facebook, Instagram, de partout. Et heureusement, on arrive à la fin de l'épisode, je suis en train de mourir. Voilà. Ce jeudi, on se retrouve pour un nouvel épisode qui sera le Qui veut gagner ses milliards, où je serai participant. Et on aura aussi les frères Grosjean sur la deuxième partie. Et voilà, le prochain épisode, on se retrouvera comme d'habitude pour la preview de la week 11. On ne sait pas encore qui sera aux manettes de cet épisode, mais en tout cas, ça a été un plaisir de faire celui-ci avec toi, Thibaut. Mais oui, clairement, c'était sympa. Et puis c'est toujours un plaisir de te suivre sur les milliards. J'attends ça avec impatience. Donc, je te vois bien nous gratifier de quelques... Peut-être pas beaucoup de yards, mais beaucoup de punchlines. Je vais aller chercher de l'expertise avec moi parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de yards sinon. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour la preview de la week 11. Et d'ici là, gardez la pêche et vive le football.